Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nous allons parler de start-up ce soir. Nous allons parler également d'assurance maladie dans le cadre du projet Arch. Et nous sommes en ligne avec Sophonie Chied Kabouré depuis Paris, économiste et DG du think tank l'Afrique des idées. Nous allons parler de l'octroi du label Startup du ministère des Petites et Moyennes Entreprises du Bénin. Avec vous, nous allons voir très précisément ce que ça change très concrètement pour les entreprises et surtout les petites et moyennes entreprises. Ce que je peux quand même dire, c'est que c'est un événement qui s'inscrit dans une histoire globale. Je rappelle qu'en 2023, le Bénin s'était doté d'un décret de loi sur l'octroi du label Startup aux MPME, micro, petites et moyennes entreprises, je crois en 2023, en début d'année 2023. Et donc, c'est à la suite de cela que la ministre du Numérique et de la Digitalisation a procédé mardi dernier à l'installation du comité technique de labellisation. Alors, pour nos téléspectateurs, il faut peut-être expliquer en quoi la labellisation des startups présente un intérêt. Les principaux bénéfices de cette démarche sont assez connus, au fond. Si vous voulez, le point crucial, c'est quand même, malgré tout, la question de la visibilité et de la crédibilité. Quand vous obtenez un label, cela peut augmenter votre visibilité, votre crédibilité, évidemment, tant au niveau national qu'international. Et cela peut aider les startups à attirer des clients, des partenaires, des talents même, etc., etc. Donc, c'est un point important en termes de bénéfices liés à la labellisation. L'autre point important que je trouve, c'est évidemment l'accès au financement. Les startups labellisées peuvent plus facilement accéder à des financements publics et certains financements privés. En quelque sorte, le label peut rassurer les investisseurs sur la crédibilité de l'entreprise, sur le potentiel surtout, parce qu'on parle de start-up, on va parler en termes de potentiel, sur le potentiel de l'entreprise. Évidemment, l'autre bénéfice que je vois à ce label, mais qui n'est pas forcément lié spécifiquement à ce label-là, en fait, hein, qui est au fond quelque chose de générique au label en réalité. Les startups labellisées peuvent bénéficier aussi de programmes de soutien spécifiques, par exemple des formations, du mentorat, des conseils juridiques, par exemple, pour attaquer tel marché de la sous-région ou tel marché à l'international, se fait accompagner par des conseillers juridiques, etc. Donc, je pense qu'il y a un gros pavé accompagnement et soutien qu'on retrouve dans les bénéfices de la labellisation des startups. Et je dois dire que l'autre point qui est non négligeable, c'est évidemment la facilité des démarches administratives. Quand vous avez un label peut permettre aux startups de bénéficier des simplifications, enfin de simplifications administratives et surtout d'incitations fiscales. Je vous rappelle que dans le code général des impôts, que les startups labellisés bénéficient d'un avantage fiscal. Et ils vont bénéficier d'un avantage fiscal. Vous avez grosso modo exonération totale de l'IS sur les 2 premières années, enfin l'IS, de l'impôt sur les sociétés pour les téléspectateurs, et réduction de 50% d'IS, d'impôt sur les sociétés, la 3e année.
Donc, il y a quand même à la clé un avantage fiscal important. Ça, c'est un gros pilier que je trouve en termes de bénéfices au label qui va être construit. Voilà. Et évidemment, il y a le réseautage. Hein. Le label peut offrir des opportunités de réseautage, des maillages entre des startups et les grandes entreprises et évidemment des startups au Bénin avec d'autres startups ou d'autres grandes entreprises à l'international. Donc, il y a ce réseautage-là qui est aussi un point important. Après, je vais finir sur ça parce que j'imagine que vous allez me redemander. Vous allez me poser la question, donc je devance directement la question. Connaissant mon orientation libérale, la question c'est si on est d'accord sur les avantages de la création d'un label. Moi, je me demande si c'est à l'État de s'occuper de ça. Mais ça, c'est une question à laquelle je vais répondre si vous me redonnez la parole. Voilà, tout à l'heure, on y reviendra. Mohamed Liamidi nous a rejoint en temps, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir téléspectateurs. Voilà. Un label start-up, ça a été voté par décret depuis quelque temps déjà. Le comité vient d'être installé. Pour vous, quels sont les bénéfices immédiats? Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'écosystème entrepreneurial dans notre pays? Je dirais à la suite de GED que c'est très important et c'est très important même, je dirais, parce que la question, et par là où il a chuté, la question des exonérations, la question de, comment je vais dire, du régime, parce que c'est surtout le régime au niveau des impôts, c'est ce qui favorise d'une manière ou d'une autre ou pas l'émergence des entreprises quand elles commencent et puis ça détermine un peu leur évolution dans le temps. En fait, c'est que pour moi ici, et en tant qu'expert en stratégie digitale, l'apparition en fait de l'Internet a été une révolution qui a touché pratiquement tous les domaines du savoir, donc les domaines de compétences. Et donc, suite à ce que j'appellerais changement de paradigme de l'économie et du secteur économique, un nouveau type, oui, je peux le dire comme ça, type d'entreprise a vu le jour, d'où les startups en fait. Parce que l'idée en fait, c'est que c'est des entreprises, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, la création d'entreprises nouvelles à partir de technologies innovantes et qui permet en fait de se développer dans un temps plus ou moins court. Donc c'est des gens qui, à partir des idées innovantes, de nouvelles idées, peuvent trouver solution aux problèmes essentiels dans la société, rendre ces services là et en faire du bénéfice. Bon, on emploiera des gens, il y aura des services qui seront rendus, donc de l'autre côté aussi, une fois que les services sont rendus et que l'entreprise évolue, c'est que l'État aussi gagnera sa part. Mais on a remarqué que nous sommes dans un environnement où, lorsque les entreprises naissent, une entreprise qui n'est par exemple aujourd'hui pas et qui veut exercer dans un secteur, et que ce soit une innovation de plus par rapport à ce qui se faisait, le problème, c'est toujours la question de la viabilité. Donc, une entreprise qui naît aujourd'hui et qui doit être déjà soumise au même régime qu'une entreprise qui exerce déjà depuis un certain nombre d'années, c'est un grand handicap qui fait que même quand les gens ont des idées, ils ont envie d'entreprendre, parce que par ailleurs, nous sommes en train d'encourager l'auto-entrepreneuriat à partir du moment où on sait que l'État ou les structures existantes ne peuvent pas employer tout le monde. Et donc, le fait d'encourager l'entrepreneuriat quelque part, c'est qu'on encourage aussi la création, comment je vais dire, de la richesse, la création, le fait de donner du boulot aux gens, pour ceux qui ont des idées. Ils n'arriveront pas à le faire s'ils n'ont pas, comment je vais dire, s'ils n'ont pas, ils n'ont pas un environnement favorable. Et l'environnement le plus ou moins favorable à des idées nouvelles, à la création et à l'innovation, c'est quand le régime permet de pouvoir sortir du lot. C'est ça qui encouragerait. Et donc, c'est quelque chose que moi j'attendais depuis très longtemps. Enfin, c'est venu. Je pense vraiment qu'il faut l'encourager. Et il y a beaucoup de gens, je vous dirais, qui n'attendaient ou qui n'attendent que ça. C'est quelque chose de bien. Il faut le saluer. C'est ce que je peux commencer par dire. Voilà. Sofoni Chad Kaboudé, on revient à vous.
en réalité, est-ce qu'elle est, vous parliez de votre penchant libéral, il y a bien un intérêt à ce que l'impôt sur les sociétés et toutes ces, en tout cas, ces pesanteurs fiscales soient amoindries. Vous parliez du rôle de l'État, mais c'est bien l'État qui accorde les exonérations fiscales. Alors, encore une fois... Vous parliez du rôle de l'État. Vous parliez du rôle de l'État. Oui, vous parliez du rôle de l'État. Alors, je vous vois bien, mais oui. du coup, je vais vous demander si vous proposez la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, okay. Vous parliez du rôle de l'État. C'est bien l'État qui accorde les exonérations fiscales. Oui, alors, donc, si je comprends bien, c'est la place de l'État. Effectivement. On peut logiquement le penser. Alors, oui, moi, vous savez, quand c'est l'État qui se met à distribuer des certifications, cela me laisse toujours perplexe par nature. Ça ressemble quand même furieusement à la distribution des tickets de rationnement en URSS, quoi. Alors, évidemment, j'exagère un peu, mais on est d'accord sur les avantages de la création d'un label. Ok, bon. Mais moi, je me pose encore la question de savoir si c'est à l'État de s'occuper de ça. Je ne trouve pas nécessairement cela pertinent. D'ailleurs, ça se fait autrement. Vous avez par exemple le label comment ça s'appelle là, The Maker, qui est attribué aux startups israéliennes prometteuses et qui leur offre une visibilité auprès des investisseurs. Et bien ce label-là est géré par un des principaux groupes de médias israéliens. Et au fond, la gestion du label est assurée par la rédaction économique du journal, qui est responsable de l'évaluation des entreprises candidates, de la sélection des startups, etc., etc. Il y a un comité d'experts indépendants qui est composé de personnalités issues du monde des affaires. De divers horizons, oui. Issues du monde des affaires, qui apportent son expertise à la sélection des startups. Et puis le journal en question a toute une équipe événementielle qui organise des conférences dédiées aux startups labellisées, etc. Donc, voilà, moi, que l'État s'occupe de ces choses, ça me laisse toujours perplexe. Pour une raison simple, c'est que on n'est pas à l'abri, je ne dis pas que ça se fera, mais on n'est pas à l'abri que parce qu'une start-up n'a pas la bonne couleur politique, pourrait ne pas être labellisée. On n'est pas à l'abri. Évidemment, ça ne va pas se faire, n'est-ce pas? Mais j'anticipe ce que cela pourrait être. Les dérives de ce dispositif. Voilà. Évidemment, on espère que ces dérives seront évidemment évitées. Mais enfin, moi je crois beaucoup aux incitations. J'analyse toujours l'actualité et les faits par le biais des incitations. Des incitations. Donc, si vous voulez, moi je continue à croire que c'est pas à l'État de s'occuper des labels, des startups, quoi. Voilà. On revient sur ce plateau. Est-ce que vous êtes du même avis? Je peux comprendre l'inquiétude de Jed. C'est quelque chose que je pourrais partager, ou du moins que je partage aussi. Seulement que nous sommes ici dans un environnement où pratiquement tout est à faire ou tout est à refaire. Parce que ça n'existait pas. Parce que quand je prends par exemple l'exemple que Jed donne là, déjà, c'est qu'il faut déjà aussi que le journal aussi soit spécialisé et puisse avoir les ressources humaines, les compétences qu'il faut pour en arriver là. Et là aussi, chez nous, c'est aussi une question d'innovation au niveau de ces entreprises-là. Je parle de ces entreprises de presse là. Donc, je dois le reconnaître. Ce n'est pas le même environnement. On n'est pas dans le même environnement et je pense que
humblement, on peut reconnaître que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ça veut dire que le travail aussi doit se poursuivre sur ce terrain-là. Ça aussi, ça reste un chantier. Donc, je dirais que là aussi, il faut aller encore à une autre forme de start-up qui permet à ce que dans les secteurs comme l'entreprise de presse, les gens puissent évoluer et atteindre ce niveau-là qui permet d'innover et qui à terme pourra permettre de dessaisir l'état de la création ou bien de la gestion de ce label en question pour plus peut-être, je dirais, de transparence ou d'équité, ou s'assurer que, comme le dit Jed, la coloration politique ou partisane ne viendra pas étouffer et l'envie des gens d'innover, de participation à l'économie nationale. Voilà. D'après vous, quels sont les bénéfices escomptés pour cette évolution? Non, évidemment, déjà que lorsque vous avez la possibilité, c'est mon analyse de faire, quand je prends par exemple les exonérations, que ce soit sur le bénéfice, que ce soit sur l'impôt sur la société de façon globale. Donc, en fait, ça permet à l'entreprise qui est jeune d'avoir, comment je vais dire, le temps de se développer, de respirer et de mettre en place un système. Et ça permet par ailleurs à l'entrepreneur je suppose, c'est mon analyse de la chose, la capacité de prendre un peu plus de risques. Parce que quand on regarde impôts, machin et tout ça, on se dit est-ce que ça vaut la peine de prendre tel ou tel risque? Puisque l'innovation, c'est d'abord un risque que vous voulez prendre en mettant un produit nouveau sur le marché. Donc, ceux qui veulent évoluer dans ce domaine-là, ils auront plus d'aise et la possibilité, un peu plus de marge de manœuvre pour manœuvrer, ce qui leur permettra par ailleurs aussi de recruter et donc donner la possibilité aux gens d'être employés, de gagner et donc participer quand même à la vie économique du pays. C'est tout le monde qui gagne du temps, c'est beaucoup d'avantages. Parce que quand vous avez l'idée, moi je me souviens, je connais des gens qui veulent entreprendre dans le domaine par exemple des cosmétiques, dans le domaine... Puisque l'avantage de la chose aujourd'hui, c'est qu'avec l'outil numérique, ce qui va par exemple avec la révolution technologique, vous pouvez amoindrir les coûts, que ce soit du point de vue visibilité, que ce soit du point de vue, comment je vais dire, technologie, du point de vue ressources. Vous n'avez pas besoin d'encher autant de gens quand vous prenez par exemple le circuit, la production, la distribution jusqu'au consommateur final. Il est possible aujourd'hui avec les outils numériques et tout d'aller plus vite, de réduire la chaîne de sorte à toucher directement le consommateur final. Donc, même si cette possibilité-là existe pour atteindre le consommateur final et que à l'origine, c'est-à-dire à la base, il n'y a pas ces conditions-là que l'État peut créer, ou du moins les conditions que l'État, les conditions que l'État peut créer, ça ne favorisera pas forcément l'envie d'entreprendre parce qu'on sera vite étouffé par le fait que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, il faut payer impôt sur bénéfice, impôt sur les sociétés de façon générale. Or, est-ce que l'entreprise a déjà eu vraiment le temps? Un investissement, ça prend un temps pour pouvoir mûrir, pour pouvoir être rentabilisé et tout. En même temps, il y a déjà les charges qui sont là. Donc, quand on met tout ça ensemble, c'est forcément un avantage et, comme je vais dire, une motivation de plus pour ceux qui veulent entreprendre. Et d'ailleurs, nous voulons tous entreprendre parce que nous voulons tous gagner. Que ce soit mon propre exemple, c'est aussi des startups que je peux maintenant, des idées, je vais dire, de start-up que je peux maintenant penser maintenant. Je peux penser maintenant à aller vraiment à la création et faire labelliser et pouvoir donner de l'emploi à des jeunes. Sofoni Jed Koboulé, est-ce que dans la sous-région, par exemple, selon vos recherches ou votre connaissance du microcosme économique, est-ce que dans la sous-région, il y a des modèles comparables à ce qui est en train d'être mis en place ici? Encore une fois, mais je vais quand même profiter du fait que vous me donnez la parole. Je vais profiter du fait que vous me donnez la parole pour compléter mon propos de tout à l'heure. Revenons sur un point essentiel que j'évoquais tout à l'heure. Dans l'incitation fiscale qui est inclue dans le
dans les bénéfices des startups qui seront labellisées, il y a déjà des phénomènes d'effet de seuil. C'est que l'entreprise doit avoir moins de 5 ans d'activité et ne doit pas avoir un chiffre d'affaires qui dépasse, je crois, de mémoire, 150 000 euros. Enfin, en tout cas, autour de 150 000 euros. Je trouve que cela, déjà, comment dire, crée des effets de seuil. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, une start-up, parce que par définition, une start-up est caractérisée par une forte croissance. Donc, s'il il continue sa dynamique et fait plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, il perd son avantage fiscal. Alors que cet avantage fiscal est très bien pensé, mais doit être beaucoup plus ambitieux. D'abord, en évitant cet effet de seuil, il ne doit pas y avoir de critères sur le chiffre d'affaires. Et surtout, doit augmenter le nombre d'années d'exonération. Pour aller jusqu'à 4 ans, voire 5 ans. Mais pas parce qu'on a envie d'exonérer des startups du numérique, mais parce que la physique, la caractéristique de l'économie numérique le demande. Encore une fois, pour les téléspectateurs, il faut bien qu'on comprenne le paradigme de l'économie numérique. En fait, c'est une économie à risque maximum. Et c'est une économie à ce que les économistes appellent une économie à coût marginal nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût marginal de production, le coût pour produire une unité supplémentaire est négligeable devant l'investissement de départ. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous aviez une idée, vous voulez développer un logiciel, je ne sais pas moi, pour gérer des notes des étudiants dans les collèges. Bon, vous passez tout votre temps avec des développeurs, etc., pour sortir une première version. Et là, vous avez l'essentiel de votre dépense qui est concentrée au début de votre activité. Et si le logiciel ne prend pas, c'est-à-dire si les collèges ne l'adoptent pas, ben votre code informatique vaut zéro. Ce n'est pas comme dans l'ancienne économie. Si je monte une pizzeria, par exemple, et que ça ne marche pas, je peux revendre le four, je peux revendre un peu de tomates qui me reste, je peux revendre un peu de pâte qui me reste, de pâte à modeler qui me reste, etc., etc. Non! L'économie numérique, c'est une économie avec ce qu'on appelle des sunk costs, des coûts irrattrapables. Donc, pour encourager l'entreprise, si la caractéristique de l'économie fait que les coûts, que le coût marginal est nul et que le coût de production est essentiellement concentré au départ, on voit qu'il faut laisser du temps pour l'entreprise afin qu'elle se développe et qu'elle puisse faire réussir le risque maximum qu'il a pris au départ. Exactement. Et donc, en fait, on doit penser la fiscalité en partant de la caractéristique même de ce qu'est l'économie numérique. Ce n'est pas une économie comme l'économie du 19e siècle. Il faut partir du réel. Sinon, on ne peut pas avoir une fiscalité qui soit conforme avec ce que demande l'économie, la nouvelle économie. Donc, l'économie des startups. Et donc, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux dans l'incitation fiscale. Il faut passer à 5 ans d'exonération pour les startups. Et pas que labellisé, pour les startups en général. Parce que, encore une fois, je suis très, très gêné
à ce que ce soit l'État qui distribue les tickets de rationnement. Ouais. Voilà, c'est comme ça. On pourrait faire autrement. Mais enfin, je ne dis pas que le comité technique mis en place ne sera pas impartial. Mais enfin, je note que dans le comité, il y a quand même des gens qui sont nommés à la tête de certaines agences. La question que je pose, et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est si une start-up brillante est fondée par quelqu'un qui a une activité politique, par ailleurs, qui a le droit d'avoir une activité politique, oui, qui ne va pas dans le sens du pouvoir en place, est-ce que cette personne sera bien accueillie? Voilà, c'est une question légitime. Je veux croire que oui. Mais enfin, vous voyez là ce que j'essaie de dire. Oui, on comprend très bien. Un seul exemple. Un seul exemple. Oui, alors, je n'entends pas votre contradiction, mais je vois que vous apportez la contradiction. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on doit à la fois refondre notre fiscalité à l'égard de l'économie numérique et éviter les effets de seuil qui sont là aujourd'hui présents dans les avantages fiscaux, les incitations fiscales à l'endroit des startups labellisées. Voilà, comprenez-vous l'exigence d'adapter ce nouveau régime aux spécificités de chaque business, grosso modo sur ceux du numérique par exemple? Absolument, c'est très important parce que quand vous voyez en termes d'investissement, j'ai déjà commencé par le dire là, en ce qui concerne les entreprises numériques, ça fait appel beaucoup plus à la ressource ici de mise qui est très importante en matière d'intrants. C'est beaucoup plus la capacité cognitive, la réflexion, la capacité d'innover à partir des compétences même détenues par ceux qui ont envie d'innover, de créer la start-up, ce qui leur demande beaucoup de temps. Parce qu'en réalité, que ce soit par exemple, je prends l'économie numérique globalement, que ce soit à la base ou bien tout ce qui peut dériver de ça, ça demande du temps. Parce qu'il faut s'asseoir, réfléchir, d'abord trouver, c'est qu'il faut penser d'abord, il faut déjà voir le problème, faire le diagnostic, ensuite transposer ça sur le plan mathématique, aller à l'algorithme, et créer maintenant des programmes, ensuite maintenant s'asseoir, développer des codes, ainsi de suite. Tout ça, c'est du temps. C'est beaucoup plus du temps que du matériel. Parce qu'à la limite, l'outil pour travailler n'est pas si nombreux, n'est pas si tout là que ça, n'est pas si mouse que ça, l'outil informatique, qui peut être de moins de coût. Mais ça demande beaucoup plus de temps et l'investissement. Et l'investissement en termes de temps, c'est beaucoup plus difficile à quantifier et donc à rémunérer. Du coup, il faut donner à une telle entreprise beaucoup plus de temps pour pouvoir marge de manœuvre pour pouvoir évoluer. Et en fonction de ça, maintenant, définir et donc le type d'exonération qu'il faut et le temps pour que cette entreprise puisse avoir la possibilité de se conformer au régime qu'on aurait défini. Donc, c'est quelque chose de très important. Quoique, en voyant aussi la pertinence de ce que les résultats qui seront issus de là sont aussi bénéfiques pour les autres startups qui ont besoin de s'appuyer sur les solutions proposées par ces startups de l'économie numérique pour eux pouvoir mieux faire leurs affaires et fructifier, comment je vais dire, leurs affaires. Donc voilà un peu de mon point de vue les nuances et les trucs à faire par rapport à ces différentes, je dirais, et catégories de start-up quand on a une vue d'ensemble. Pour autant, il faut faire la part des choses, de ne pas faire en sorte de trop pénaliser les autres aussi. Voilà, avant de passer au second sujet, on va faire un tour rapidement à la région, on revient sur ce plateau. Retour sur ce plateau pour aborder la seconde thématique. Sofoni Chet-Koboulé, nous sommes en ce moment des discussions qui ont été menées plutôt le vendredi dernier dans le timing des discussions en prélude à la confection du projet de loi de finances gestion 2025. En faisant le point de ce qui a déjà été fait, il y a cette information de ce que
1 million de pauvres extrêmes ont d'ores et déjà bénéficié de l'assurance maladie dans le cadre du projet ARCHE. On peut, quand bien même la généralisation se fait attendre, est-ce qu'on peut considérer de votre point de vue que c'est une grande avancée? Parce que quand on parle de 1 million de pauvres extrêmes, c'est à peu près 8% de la population. Alors, encore une fois, donc on parle du projet ARCHE, si je comprends bien. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ok. Alors, oui, alors c'est une très bonne nouvelle qu'un million de pauvres extrêmes soient couverts. Je pense que le projet ARCHE est un projet important parce que c'est, je crois, sur les 20 dernières années, de loin le projet de filet de sécurité le plus important de notre pays. Très clairement, et ça, c'est quelque chose à souligner. D'aucuns ont pris à la légère la formule du hautement social du président de la République à une certaine époque. Mais enfin, le hautement social n'est pas tout à fait un mythe. Le projet ARCHE, pour moi, symbolise ce qu'on peut faire de plus hautement social. Alors, évidemment, il y a eu des retards dans la mise en œuvre, et puis des retards, enfin, qui sont aussi liés à la taille et à l'ambition du projet. Donc, très clairement, on attend à ce qu'on passe de 1 million à 2, à 3, à 4, à 5. Donc, la vérité, c'est que ça ne va pas assez vite. Mais l'ambition est là. Et j'espère que il va y avoir une espèce d'accélération dans la mise en œuvre de ce projet, parce que 1 million de pauvres couverts, alors c'est important, mais c'est loin d'être assez. Voilà. Donc très clairement, je crois à une accélération dans la fin de mandat là, et j'espère qu'il va y avoir une forme d'empuissantisation de ce projet et au fond une continuité même post 2026. Voilà. Votre avis sur la question? Une belle avancée, même si la taille de l'échantillon est assez modeste, 8%. Mais est-ce qu'on peut déjà considérer que c'est une belle avancée? On y vient tout doucement. Absolument, c'est un progrès. C'est un progrès en matière de soins de santé, le fait ici de permettre à ce que les dépenses de santé soient prises en charge par ces gens-là qui bénéficient de ce volet-là du projet, et leur permettre d'avoir accès aux soins tout en favorisant en fait la prévention. Oui. Parce que dès lors qu'on sait ça déjà, on sait déjà ce qu'il faut faire pour ces gens-là et chercher en fait le mécanisme de leur sortie de cette situation d'extrême pauvreté. Et c'est déjà bien. Ensuite, maintenant, il faut catégoriser les gens, s'assurer vraiment que ceux qu'on choisit comme extrêmes pauvres, là, c'est vraiment des extrêmes pauvres. Maintenant, par rapport au taux de couverture, évidemment qu'il faut s'assurer en fonction de la disponibilité des moyens, puisque c'est forcément basé sur les ressources internes qui les ressources disponibles. Les ressources disponibles, ce qui veut dire donc que ça. Et les pauvres extrêmes ne sont pas assujettis aux cotisations. Aux cotisations, donc c'est encore la cotisation, les taxes et autres des autres qui en ont. C'est la solidarité. C'est ça le modèle de solidarité pour lequel on a opté. Donc, il faut que nous comprenions d'abord déjà tous. Pour moi, il faut que tout le monde saisisse l'idée. C'est-à-dire que ça doit être une idée que nous partageons tous un peu comme des valeurs. Qu'il n'y a pas de miracle à faire par rapport à ça. Que quand on parle de ça, et c'est ça qui permettait aux gens de comprendre pourquoi le taux de couverture évolue de cette façon-là. Quand on parle de ce projet, c'est qu'on veut faire en sorte qu'on puisse prendre un peu ou un peu plus selon
selon le, comment je vais dire, le niveau de vie de chacun, selon les classes. On va prendre ceux qui en ont plus ou ceux qui en ont moyennement pour donner à ceux qui n'en ont pas du tout. Ceux qu'on appelle donc les extrêmes pauvres. Et donc, ça, c'est lié aussi à la possibilité de prélever chez ceux qui en ont. Et ceux qui en ont, c'est-à-dire que ceux qui ont un travail, ceux qui sont reconnus en tant que tels, qui contribuent donc à la caisse de l'État, ceux qui sont donc les contributeurs. Parce que, en fait, ceux que nous appelons les extrêmes pauvres ici, c'est que ceux-là, on ne fait aucun prélèvement chez ceux-là. Donc, voilà en fait l'idée que nous devons tous partager. Et en partageant cette idée, ça nous amène à veiller un peu plus au prélèvement qui est fait pour ceux chez qui on prélève et s'assurer que l'utilisation qui en est faite sera forcément rationnelle et comprendre donc le pourquoi ça doit aller de cette façon-là. En fonction de ce qu'on prélève, nous allons comprendre que comme ce qu'on prélève ne sert pas uniquement à ça, à ce volet-là, permet aussi de faire autre chose. Donc, ce qui peut être consacré en fonction des autres recettes de l'État sera consacré avec le temps et ça nous permettra d'aller à une certaine efficience et une utilisation efficiente, je dirais, des ressources qui sont prélevées. Par ailleurs, le fait de qualifier certains de pauvres extrêmes doit nous amener aussi à comprendre à peu près comment le pays se porte en termes de catégorisation, qui sont ceux qui sont ces pauvres extrêmes-là, les autres personnes. Maintenant, que nous menions des débats sérieux sur ces gens-là et sur les politiques à venir, sur les offres politiques, pour comment faire pour améliorer la situation de ceux-là et diminuer ceux qui sont dans ces conditions-là pour qu'ils puissent aussi participer à un moment donné. Et je dirais, qu'ils puissent aussi devenir des contributeurs et donner encore plus de moyens à l'État de faire des réalisations tout en maintenant la possibilité pour ceux qui sont des pauvres extrêmes de pouvoir se soigner, avoir accès. Parce que, qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas tout clair là-dessus, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y aura toujours des pauvres extrêmes. On ne peut pas en arriver à l'éradication totale de cela. C'est pour cela qu'il faut garantir des conditions pour ceux-là, qu'ils aient la possibilité de se soigner, qu'ils aient la possibilité d'avoir une éducation. Et surtout à terme de se sortir de la pauvreté. Voilà. Ce n'est pas une fatalité. Certainement. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Mohamed Eliamidi, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Soponi Jed Kaboudé, économiste et DG du think tank l'Afrique des idées. Merci. Nous sommes obligés d'arrêter à cause de quelques problèmes techniques dont nous nous excusons par ailleurs. On se retrouve demain pour d'autres développements. En attendant, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous, pour vous.